Salut, salut les sereinement motivés. Aujourd'hui, on a le privilège, l'honneur d'accueillir Aurore, dont je me passerai du nom de famille, j'ai trop peur de l'écorcher. On va parler encore de tas de sujets super. Aurore, écoute, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Et puis, qu'est-ce qui t'a... J'aimerais bien savoir aussi ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui et à nous ravir de tes magnifiques histoires. Non, et ben écoute, moi je suis donc du coup Aurore Fiorina sur Facebook. Mon vrai nom c'est Andrea Malala, donc maintenant vous savez tout sur moi. Et non, oui, effectivement, là je fais des vidéos sur Facebook, des vidéos de, entre guillemets, de sensibilisation sur le bien-être, sur un bien-être indépendant des circonstances, sur comment aussi réparer des traumatismes, la dépression, le burn-out, voilà. Un ensemble de sujets pour transmettre, parce que moi-même, j'ai traversé un stress post-traumatique, un burn-out, une dépression, donc ça a été tout un challenge pendant 2 ans de chute en enfer, et puis ensuite, j'ai assisté à une tonne de conférences, j'ai fait une tonne de lectures, une tonne d'expérimentations, et du coup, j'ai créé ma méthode, qui en fait, plus je rencontre des gens, plus je me rends compte des points communs que j'ai avec les autres. C'est vrai qu'au début, j'étais vraiment dans ma bulle, en fait. Je connaissais pas très bien le milieu, en fait. Et finalement, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, c'est assez cool, en fait. Et voilà, donc une méthodologie qui permet de sortir du stress post-traumatique rapidement, donc passage en fréquence alpha, tout ça, et aussi avec tous les principes de neurosciences, les principes de restructuration cognitive, comportementale et émotionnelle, et méditation, auto-hypnose. Voilà, pour transformer rapidement. Voilà, en somme. C'est aussi pour ça que j'ai monté Sereinement Motivé, justement, pour voilà, tous les problèmes qu'on peut traverser, justement, on n'est pas seul. Et c'est bon de se sentir voilà, appartenir à l'humanité. Et comme je dis souvent, Tout à euh, fait. vous êtes le monde, donc faites partie du monde. Et Tout à du fait. coup, cette connexion, on a tendance à l'avoir oubliée. Et c'est très intéressant justement de se lancer dans une démarche de développement personnel, puisque finalement, on travaille autant sur soi qu'en aidant les autres. Et moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, c'est-à-dire d'abord, je me dis, je vais enseigner un truc, ça me met le pied à l'étrier, tu vois, c'est pour monter la première marche. Parce que si tu aides les autres, tu es obligé de t'aider toi-même. Exactement. D'ailleurs, c'est d'autant plus puissant qu'en fait, plus on aide les autres, plus on est amené à trouver les mots, à même synthétiser, à trouver des images, en fait, parce que quand nous, on maîtrise d'une certaine manière, mais on n'a pas forcément le... Enfin, si, maintenant de plus en plus pour moi, mais à l'époque, il y avait aussi le côté, bah écoutez, je sais comment faire, mais attendez, alors comment je vais t'expliquer ça? Attends, en fait, tu vois, il y a le truc, et en fait, au fur et à mesure, effectivement, nous aussi, d'ailleurs, on répète pour nous-mêmes aussi, et ce qui fait qu'on va aussi d'autant plus se concentrer sur justement sur des notions fondamentales, sur des choses qui marchent, et du coup, on va encore plus ancrer en nous l'apprentissage. Donc, en fait, effectivement, aider les autres, ça, on s'aide aussi soi-même quand on aide les autres. Donc, ça aussi, c'est vraiment une clé aussi pour avancer vite. Pour avancer vite. C'est ça. Voilà. C'est un accélérateur. Et j'ai l'impression que actuellement, avec ce qu'on vit un peu casse-couille, là, les Covidios, etc., on est un petit peu obligé d'accélérer, quoi. Il y a ce moment-là où tu te dis, bon, c'est là, faut être là, quoi. Même si c'est pas parfait, même si j'ai encore des petits paramètres à ajuster. Avant, je me disais que je pouvais pas le faire parce que j'avais pas forcément la légitimité. Et aujourd'hui, je me dis que je ne peux pas ne pas le faire parce qu'il y a trop besoin d'envoyer Exactement. du positif et de rayonner quelque chose, même si c'est à petite échelle, ça fait toujours du bien de s'exprimer sur ces sujets et d'apporter son savoir. J'in- 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 J'invite les gens justement à le faire parce que ça permet vraiment de transformer sa propre vie euh, en transit. Donc, c'est un procédé, on avance ensemble en fait. Tout Personne à n'est fait. parfait. C'est ça le truc, c'est de se dire que personne n'est parfait et qu'en avançant ensemble, on crée
un mouvement et on contrecarre un peu, j'ai envie de dire, les énergies négatives qui en ce moment sont très présentes. Et, le fait de voir du positif dans toute forme de crise, en fait, permet justement de transformer les choses et, et de se travailler sur soi-même obligatoirement et donc du coup d'aider les autres. Et Tout à fait. Ouais. donc on voulait parler de plusieurs sujets. Moi, j'avais en tête de parler des comportements autodestructeurs, dont je t'en avais Oui, parlé. tout à fait. Parce que justement, c'est vrai qu'on traverse cette période où soit on se met la tête sous l'oreiller en disant c'est terrible, et ou soit on peut aussi rebondir et s'en servir aussi comme d'un tremplin pour faire des choses positives. Mais il y a dans l'humanité cette chose assez incroyable dont j'ai été victime aussi, qui est cette addiction à une certaine forme de mal-être et qui devient ta zone de confort. Et je t'ai entendu un petit peu parler de tes problèmes, parce que tu as eu des problèmes au niveau de viol et tout ça que tu as exposé sur le groupe. Et, euh, et du coup, c'est ça qui m'a aussi fait le déclic pour qu'on parle de ce truc qu'on a un peu en commun. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu pars de ce comportement Mmh. autodestructeur, en fait, et qu'est-ce qui fait le déclic qui fait qu'à un moment donné, tu te dis non, stop, au lieu d'être dans euh, ce cercle dégueulasse, il faut que je Ouais, rencontre des mots, tout à fait. Ouais, c'est ça, ouais, complètement. tu le Exactement ça. transformes en cercle vertueux, quoi. Qu'est-ce qui, à un moment donné, dans la vie de quelqu'un, fait ce déclic et permet justement de pouvoir changer la roue? Bah, comme tu l'as dit, en fait, il y a une notion de effectivement, tu as une zone de confort dans ton mal-être. Donc tu fais des choses qui te détruisent, mais en même temps, ça te fait du bien et tu restes là, donc tu peux pas, tu as pas d'endurance, tu vas de plus en plus mal, mais du coup, donc moi, c'était typiquement l'alcool, hein. J'étais vraiment, pendant 2 ans, donc j'ai été violée en 2014. Le stress post-traumatique a commencé, quelques semaines après, donc j'ai eu une période de gros déni, du coup, pendant quelques semaines. C'est mon corps qui m'a dit, qui a explosé à l'intérieur. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais vraiment, je ne comprenais pas. Mon corps a commencé à souffrir tout seul. Et il a fallu vraiment que je remonte sur les choses pour me dire, ah oui, en fait, c'est cet instant-là où je me suis écrasée à l'intérieur de moi. Et en fait, ce qui m'est arrivé, en fait, ça s'appelle une dissociation. Et c'est quand, en fait, la mémoire émotionnelle et la mémoire émotionnelle et la mémoire autobiographique dans le cerveau vont se disjoindre, pardon, il y a un court-circuit, en fait, comme s'il y avait trop de courant, un stress tellement intense, en fait, que du coup, le cerveau, il disjoncte, en fait. Et du coup, on va être complètement déjà anesthésié, mais en même temps complètement dissocié, en fait, parce qu'en fait, on ne vit plus l'instant, le cerveau cortical, en fait, il va même plus analyser la situation et on va avoir un réflexe de survie qui va être, en fait, de faire tout ce qu'il faut faire, en fait, pour répondre à la demande de manière à survivre, en fait. Mais sur le moment, on n'est même plus là, c'est même plus nous qui sommes là. Et le problème de cette rupture-là, entre la mémoire émotionnelle et la mémoire autobiographique, c'est que du coup, l'événement, il ne va pas intégrer la mémoire autobiographique, qui fait que s'il y a une formation de ce qu'on appelle une mémoire traumatique. Une mémoire traumatique qui est en fait le fait que du coup, normalement, la mémoire autobiographique va réguler les émotions, alors que là, comme la mémoire, ce qui s'est passé n'a pas intégré justement les souvenirs, ça va revenir dans le corps. En fait, au bout de quelques semaines, moi, l'anesthésie s'est dissipée et en fait, on est complètement immergé dans l'événement comme si c'était maintenant, parce qu'en fait, l'événement n'a pas été classé comme un souvenir. Donc aujourd'hui, je peux en parler comme ça. À l'époque, je ne comprenais absolument rien de ce qui m'arrivait. Donc c'était juste. Et comme l'événement traumatisant est là et revient et revient et revient comme si on le vivait vraiment, mais sans anesthésie, on a justement ces doses de stress immenses, ces pics de stress immenses qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, comme si on était réellement en danger tout de suite maintenant, et c'est permanent. Et en fait, du coup, au fur et à mesure, ça s'accumule dans le corps, ça nous intoxique complètement, et la manière de se calmer aussi, après, c'est effectivement, du coup, des substances. Donc moi, j'ai entre guillemets eu de la chance, donc parce que du coup, c'était vraiment limité à l'alcool, mais ouais, il peut y avoir d'autres comportements beaucoup plus destructeurs
Voilà, enfin, voilà. Maintenant, je peux en parler comme ça parce que aujourd'hui, je m'en fous clairement et je connais maintenant aussi les mécanismes. Mais c'est vrai que sur le moment, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on sait juste qu'on souffre et que ça. Du coup, on plonge au fur et à mesure et puis on essaie d'éviter les gens aussi. Les gens aussi ne comprennent pas forcément ce qu'on vit ou alors ils nous Ça, disent ce mais que pourquoi j'allais dire, c'est que c'est très difficile pour des gens qui n'ont pas traversé le truc d'arriver à comprendre parce que tu comprends pas toi-même, en fait, ce qui t'arrive. Tu sais, c'est comme exactement. des crises d'angoisse. C'était là, ah, il y a un truc qui bug là. Exactement. C'est quoi C'est ça? ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Appelle Exactement ton ça. docteur. Ah oui, c'est Vous ça. avez quoi? Tu peux pas Exactement. l'exprimer, tu vois. Ouais. On voit ça. Et du coup, c'est très difficile. Ouais, et c'est forcément, et à ce moment-là, tu comprends que tu vas faire un chemin personnel et que c'est toi qui dois te sortir du truc. Alors évidemment Bah, qu'il c'est y a des aides, etc., que tu peux arriver à trouver, quoi. Mais quand même, il y a cette prise de conscience qu'en fait, ta vie t'appartient et que c'est à toi de bidouiller la chose pour t'en sortir. On pourrait très bien te donner 1000 exercices de respiration, de tout ce que tu veux. Si tu les fais pas, ça va pas marcher. exactement. C'est comme si tu veux perdre 10 kilos, si tu fais pas de sport. Pourtant, en fait, tu sais, le problème, c'est que l'information est là. Elle existe. Elle est même là gratuitement. Mais pourquoi est-ce que les gens passent pas à l'action, en fait? C'est parce qu'en fait, leur mode de fonctionnement interne leur permet pas de passer à l'action. Et la première chose, en fait, c'est de changer son mode de fonctionnement interne à la base qui Mm. permet de passer à l'action. Il y a plusieurs techniques après, effectivement. Et il y a aussi le fait que quand on est suivi, c'est vrai qu'il y a l'autre nous permet en fait de stopper à un moment donné notre propre manière de fonctionner et on va se caler sur l'autre pendant un temps donné. Donc effectivement, c'est vrai que. Alors moi, j'ai pas demandé d'aide. En fait, à la base, moi, j'étais plus justement en autonomie. Bah, justement, il y a tout ce qui est honte, culpabilité, tout ça, donc je voulais pas non plus exposer le truc. J'étais pas. C'est très bien, les psychologues, les thérapeutes, c'est très bien, j'ai rien contre ça, sauf que c'était pas du tout mon truc, on a différents profils. Moi, j'étais plus en autonomie, je voulais comprendre, j'ai un parcours scientifique, je voulais aussi. Donc, j'étais plus en comprendre vraiment ce qui se passe et comment le transformer. Mais je voulais dire un truc là-dessus d'ailleurs, et je sais, oui, comment est-ce qu'on a le déclic? C'était la question à la base. Quel était le déclic? Dans mon cas, et ça dépend dans mon cas, je suis vraiment arrivée du coup au bout de 2 ans à vraiment être un déchet. Enfin, vraiment, je n'arrivais même plus à réfléchir. Je faisais juste le strict minimum que je pouvais faire. Vraiment, j'étais vide en fait, complètement vide. Et je buvais tout le temps. En fait, dès que je rentrais chez moi, la première chose c'était de, enfin, c'était voilà. Mm. Et un jour, enfin, vraiment un matin, je me suis levée et j'ai pris un verre de rosé à 10h du matin. Donc c'est petit déjeuner. Pas... Et vraiment à 13h, j'étais complètement bourrée. Enfin, vraiment. Et je regardais des vidéos sur YouTube. En fait, on essaye en fait de trouver plein de choses qui nous stimulent ou qui nous font du bien, Et là, je me suis vraiment dit, j'étais en thèse, hein. Je me suis vraiment dit, mais vraiment, je me suis dit, j'abandonne, je trouvais un job 8 heures par jour et toute ma vie, je vais faire que boire. Et c'est parce que c'est la seule chose, c'est vraiment la seule chose qui me fait du bien, donc je vais faire vraiment que ça. Et vraiment, j'y le pensais vraiment, mais vraiment au fond de moi. Et, euh, et vraiment, là, j'ai commencé à avoir un double discours dans ma tête, mais c'était impressionnant. En fait, une autre voix, enfin, c'était moi, mais moi qui parlais avec moi. Et l'autre moi a dit, oui, mais tu voulais faire des choses pour le monde, quand tu étais petite, tu pensais à faire ci, ça. Et je lui ai dit, mais oui, non, mais quelqu'un d'autre le fera à ma place, en fait. Enfin, c'est bon, il y a tellement de gens sur Terre, il y a quelqu'un d'autre qui prendra le relais. Et la voix, elle m'a vraiment dit, oui, mais si personne ne le fait, est-ce que tu supporterais que le monde reste tel qu'il est parce que tu n'as rien fait? Et ça a vraiment été un déclic en moi. C'était, oui, mais attends, si personne ne le fait, est-ce que je supporterais alors que je sens que j'ai les ressources pour le faire? Alors qu'en fait, enfin, Et finalement, c'est cette notion de contribution, de me dire, en fait, je peux faire quelque chose pour les autres, moi, personnellement, qui m'a sorti, qui m'a donné l'impulsion pour me mobiliser. Et là, en fait, du coup, il y a eu énormément, du coup, entre guillemets, de synchronicité, où un mois après, donc j'ai commencé à regarder des vidéos de motivation. Donc, il y a eu du coup les vidéos de motivation de David Laroche,
qui m'a emmené à ces conférences et ensuite, du coup, à différentes autres choses parce que les conférences étaient excellentes. Après, c'est vrai que là où j'ai vraiment trouvé le truc pour le stress post-traumatique spécifique, bah, c'était plus dans d'autres lectures qui étaient plus d'autres expérimentations. Donc, je pense notamment à Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Donc, il y a eu un ensemble de choses, en fait. Il y a une combinaison, en fait, une combinaison de facteurs, et j'ai réuni l'ensemble des facteurs. Donc, tout a été un... Voilà, c'est pour ça, et d'où le fait qu'après, j'ai créé la méthode, en fait, et je me suis rendu compte que cette méthode-là, finalement, c'est pratiquement la même chose que Joe Dispenza, qui est aussi un grand gars des neurosciences et qui effectivement explique comment est-ce qu'on peut créer de réelles transformations internes très rapidement en passant justement en fréquence alpha, donc la fréquence de la méditation et l'auto-hypnose. Donc, mais c'était vraiment à la base de la contribution, en fait, le déclic pour moi. Je ne sais pas si c'est commun à d'autres personnes, mais... C'est marrant que tu aies lu Joe Dispenza parce que ouais, moi aussi, ça m'a, son discours m'a bien aussi. Tu fais, ah ouais, d'accord, on peut se reprogrammer et tout, machin. Et après, faut arriver à trouver des solutions pour débrancher le mental. Et moi, c'est ça qui me pose beaucoup de problèmes parce que je suis très dans le mental, en fait. Et j'ai trouvé des petits trucs justement pour pouvoir pallier à ce problème en passant par des exercices physiques de respiration, tout ça. Si tu vois de la respiration holotropique ou ce genre de choses qui permettent de vraiment aller, on part, c'est bon, puis après tu fais le processus parce que faut vraiment comprendre qu'il y a cet inconscient qui est toujours là et c'est à lui qu'il faut aller parler et le mental, c'est un frein, quoi. C'est un mur sur lequel on bute pour pouvoir justement aller accéder à ces informations. Et je rebondis juste sur un truc que tu as dit qui est assez intéressant. C'est vrai qu'en effet, il y a tout gratuitement aujourd'hui. Et pourquoi des gens vont payer un coach alors qu'il y a tout gratuitement? Et ça, c'est un phénomène justement qui est assez intéressant, qui nous amène à cette notion d'engagement parce que tu as fait la démarche de payer. Et c'est à ce moment-là où tu décides que tu vas changer quelque chose. Exactement, tu mets de la valeur dessus. Quand tu payes, tu mets de la valeur dessus. Quand c'est gratuit, tu mets pas de valeur. Quand tu mets mettre de la valeur dessus, là, tu passes à l'action. Et là, en fait, c'est la valeur que tu mets sur quelque chose qui libère justement les substances comme la dopamine, oui, c'est ça, qui est la substance de la motivation, et c'est naturel, en fait. Il n'y a pas à pousser, effectivement. Tout à fait. C'est de la valeur que tu mets sur toi-même, en fait, finalement. Exactement. Combien je vaux? Est-ce que je vaux 200 balles? Bah ouais, je les vaux largement. Donc, on y va, quoi, on fonce. Et là, après, c'est vrai que les gens vont chercher plus une personne en qui ils vont avoir une forme de confiance. Et alors que le contenu pourrait être gratuit, mais les gens n'achètent pas le contenu, ils achètent la personne parce qu'ils trouvent que c'est une personne voilà, qui les inspire. Et c'est comme ça que les plus grands coachs fonctionnent. Ils sont eux-mêmes inspirants, donc du coup, ils te donnent envie d'aller à leur séminaire et de transformer ta vie en suivant leurs conseils. Conseils que tu peux trouver full, quoi, gratuitement. Exactement. Exactement. Après, je me souviens qu'il y avait différentes choses. Alors, c'est complètement. J'avais aussi une autre idée, mais elle m'a traversé l'esprit. On parlait de, oui, conférencier, inspirant. Oui, en fait, finalement, c'est aussi. Enfin, je voulais faire juste un parallèle avec. Bah, tu peux aussi écouter un CD de ton groupe préféré, mais tu vas quand même au concert, en fait. Tu payes quand même la place de concert parce que tu y vas aussi pour la personne, pour l'expérience aussi, pour l'expérience en réel. Et quand tu es en réel, tu vas être d'autant plus concentré, même si tu vas, notamment quand tu es vraiment en présentiel. En conférence en présentiel, tu peux pas t'échapper, en fait. Et ça, c'est génial, en fait. Un jour, j'aimerais bien faire des conférences. Hein. Je prévois de faire des conférences dans l'avenir quand ce sera possible, parce que là, et puis tu as des personnes aussi qui sont sur la même, ils sont là pour la même chose que toi. Donc, tu as aussi cette énergie-là commune qui te pousse aussi à avancer, à te concentrer.
et à intégrer les choses en toi. Donc, c'est extrêmement puissant. Tout à fait. C'est vrai que c'est ça, le confinement, c'est peut-être ça qui manque, c'est la rencontre, en fait. C'est beaucoup plus difficile même si on fait des conférences en visio, on peut pas ensuite parler avec les personnes qui sont là, ou spontanément, ou prendre le repas et découvrir les gens, en fait. Quand tu es en vrai devant une salle et tout, j'en ai déjà fait, il y a autre chose qui se passe c'est marrant de voir à quel point il y a énormément de bienveillance en fait qui se dégage. Okay. On m'a déjà dit, mais comment tu fais pour pas être stressé quand tu montes sur scène et tout. Je dis, mais et, et en fait, il y a tellement de bienveillance autour que pourquoi ça n'a pas de sens. Si t'es pas d'accord, si t'aimes pas ce que je fais, de toute façon, tu serais pas venu. Donc, il y a un truc qu'avait dit Jean-Marie Bigard. J'avais quelque chose comme 15-16 ans quand j'avais entendu ça. Il avait dit un truc très intéressant. C'était le moment où il remplissait le Stade de France. Donc, le mec, il remplit le Stade de France et il te dit ça. Il te dit, tu as 10 000 personnes qui sont pliées de rire. Il suffit que tu aies un connard au premier rang qui se tienne comme ça, genre, je rigolerai pas à tes blagues de merde. Et ben, si tu focalises sur ce mec, tu vas foirer tout ton spectacle. Jean-Marie Bigard qui remplissait le Stade de France à l'époque. Et moi, quand j'avais entendu ça, du coup, ça a complètement transformé ma vision des groupes. Sur un groupe de 5 ou 6, peut-être des fois, tu as dit un truc, il y en a qui t'aiment pas, il y en a peut-être un, tu vois, mais il y en a peut-être 3, 4 qui aiment, et il faut focaliser, mettre ton focus, en fait, là où ça fait du sens pour toi, et là où ça va te porter vers quelque chose de positif. Et Jean-Marie Bigard m'avait donné déjà la notion de focus sans même que je le sache à 15-16 ans. Et je l'ai découvert beaucoup plus tard après, que en effet, tout dépend de comment tu visualises la chose, comment tu décides que cette chose existe ou doit exister pour toi. Et en fait, c'est pour ça que j'avais fait une vidéo où je parlais des bulles de réalité aussi, c'est-à-dire que tout le monde qui est dans sa bulle de réalité. Et parfois, tu as des bulles qui se ressemblent, qui se rencontrent et c'est cool, quoi. Mais tu peux pas forcer les autres à sortir de leur bulle. Non, 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 laisse-les, ils sont dans leur truc. Et chacun a sa propre vision du réel, en fait. Je voyais des entrepreneurs au moment de la crise Covid qui étaient sur Internet et qui, eux, ils disaient yes, trop bien, je vais pouvoir faire un tas de pognon avec ce truc-là. Je trouve que c'est pas très, comment dire, au niveau éthique, quoi, c'est pas top. Mais eux, de leur point de vue, c'était à fond, quoi. Comment je vais faire pour transformer le truc? Donc après, voilà, ça dépend de comment tu vois la chose. Bon, après, c'est vrai qu'on est dans un monde qui nous oblige à s'uniformiser. Là. Actuellement, c'est un petit peu le problème, c'est que c'est difficile de dire, bah non, mon truc, c'est ma bulle, c'est ça, c'est bon. Non, 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 tu restes chez toi, tu sors à 18h, bah, et on te. Tu vois, et c'est ça que j'ai tendance à appeler les forces obscures, quoi, si tu veux. C'est pas tant, voilà, si tu n'as pas envie de sortir après 18h, sors pas, je m'en fous, tu vois. Mais c'est que qu'on impose aux gens le truc sous un prétexte. Voilà, quoi, tu fais gaffe, embrasse pas même, tu fais pas de bisous à mamie, et puis voilà, quoi. Voilà, Mais bon, voilà, c'était je suis passé de Bigard au Covid et bah oui. on était parti de la notion d'engagement. Bah oui, oui, effectivement, oui. Comment est-ce qu'on arrive à du coup passer à l'action, en fait. Donc, Ouais. tout à fait. On était parti de là. Et, euh, et ce passage à l'action, c'est marrant, tu parlais de la musique tout à l'heure et c'est un truc que je me suis fait la remarque aussi. La musique, c'est vachement bien, tout le monde est d'accord pour dire que la musique, c'est vachement bien, mais pas toujours. Il y a un moment où, des fois, tu vois, tu vas être déprimé, tu vas te mettre de la musique déprimante, tu vas te déprimer encore plus, donc tu continues. Et en fait, la musique te crée, et notamment si tu as traversé le monde des addictions par l'alcool, etc., tu as dû t'en rendre compte que bah, plus tu es devant, plus tu bois, plus tu écoutes de la musique, plus tu... Et en fait, Oui, ça fait partie d'un cercle d'accord. autodestructeur aussi. Donc, je sais pas ce que tu penses à ce niveau-là de la musique, de ton interprétation, que tu peux en faire d'une manière négative. On a déjà mis le disclaimer en disant que la musique, c'est cool, mais Ouais, ouais, il y a aussi des trucs
Ah, cool, qui mais, paraissent cool, mais qui en fait sont vraiment destructeurs pour l'humain. ah, mais complètement, en fait, on entretient du coup la souffrance et en fait, on se complaît dans la souffrance parce qu'en plus, c'est une belle musique. C'est une belle musique, mais qui nous rappelle en fait toujours la douleur, qui nous rappelle la souffrance. Et ça a un côté où justement où ça soulage quelque part et en même temps juste où on continue à fixer notre attention, notre focus sur ce qui va pas en fait. Donc effectivement en fait ça entretient en fait le cercle vicieux parce qu'on se concentre sur des ondes négatives, sur des pensées négatives, sur une musique que j'écoutais beaucoup. Alors, est-ce que je l'écoutais beaucoup? Je sais même plus si non, je l'ai pas écouté beaucoup. Non, c'était pas celle-ci. Mais en fait, il y en a une c'est Billie Eilish, de Billie Eilish, c'est comment Bury a Friend. Et à un moment donné, elle dit I can't say no, enfin, je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire non. Et il y avait ce côté, je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être justement, elle raconte ça, ce moment où pourquoi brûler, enfin, non, pourquoi enterrer un ami, pourquoi. Et en fait, moi, ça faisait du coup, j'entretenais du coup l'histoire avec enterrer un ami, alors bah, justement parce que moi, c'était un ami, donc oui, j'arrive pas à dire non, j'arrive pas à dire non, j'arrive pas à dire non, non. Et là, on reste encore du coup sur la même fréquence, en fait, la même fréquence qui d'autodestruction, en fait, où on se complaît dans cette douleur et on l'entretient, on la ravive, et en même temps, il y a l'alcool à côté, donc du coup, ça, entre guillemets, ça soulage, ça fait du bien, et en même temps, en fait, on reste dedans, quoi. On reste complètement immergé dans la douleur. Tout à fait. Donc, tout à fait. Donc Tout à ça fait. pourrait être un conseil si vous êtes dans un comportement autodestructeur, essayez de couper la musique. Ouais. Franchement, tu vas marcher dehors, tu respires un peu la nature et tout. Et en plus, tu te coupes des écrans parce que ça, c'est encore un truc. On dort beaucoup mieux. Je me demandais pourquoi je dors comme un bébé quand je suis au camping, par exemple. Bah, je suis pas, j'ai pas terminé mon travail sur un écran et puis je vais me coucher direct. Tu vois, non, il n'y a plus d'écran, il n'y a plus rien. Et cette lumière bleue aussi joue énormément sur le sommeil. Ça nous amène au Exactement. sommeil qui est quelque chose qui est très important Ouais. euh, pour entretenir un bon moral, un bon comportement. On traverse systématiquement dans la vie des phases anaboliques et cataboliques. Hein, c'est-à-dire, on crée, c'est comme au sport, tu vois, tu détruis ton muscle et puis après, derrière, il faut que tu manges pour le reconstruire et que Exactement. tu dormes. Et cette notion-là, en fait, nous amène à penser que la vie, de manière générale, fonctionne comme ça. C'est-à-dire que la vie est comme une pompe où tu vas aller fort d'un côté, le corps va répondre de l'autre côté. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi je suis rouge comme une tomate, c'est parce que je viens juste d'aller courir. Voilà, c'est pas, je suis pas en train de pochetronner. Mais, mais bon, je pourrais, hein, je m'en fous. De toute façon, je fais ce que je veux. Voilà, c'est mon site, c'est sereinement. Bah oui. Et voilà, bon, bah, du coup, je sais même plus ce que je racontais. Oui, c'est-à-dire, voilà, le corps fait cette pompe, en fait, où tu vas le pousser dans tes retranchements, et puis après, derrière, il va t'apporter un bien-être. Et la vie est toujours comme ça, quoi. Et le truc, c'est qu'il faut pas rester ni en haut, ni en bas. Il faut accepter d'être toujours sur cette oscillation, mais cette oscillation, il vaut mieux qu'elle fasse comme ça qu'elle fasse comme ça, quoi. Donc, rester dans des énergies hautes. Et ça, c'est très difficile. Est-ce que tu as des petits tips comme ça pour rester dans des énergies hautes? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais de la méditation, des techniques de respiration? Mais moi, je suis une pro depuis le temps. Non, bah, énormément de. Alors, et c'est toujours la même chose. Hein, ouais, c'est toujours la même chose. Faut le faire en fait. C'est comme bon, on peut faire du poids, faut le faire. Si on ne le fait pas, ça fonctionne pas évidemment. Méditation, recentrage. Non, vraiment. Ça, c'est vraiment parce que d'ailleurs, enfin, je le fais tous les jours. Pour moi, c'est vraiment une hygiène de vie en fait. Mais c'est pas juste la méditation qu'on a. Enfin, pour moi, elle a deux phases, ma méditation. Elle a une phase justement où tu te retrouves toi, entre guillemets, on va utiliser ce terme-là, ton essence, donc indépendamment de tes pensées, indépendamment des circonstances, où tu vas retrouver ton bien-être vraiment juste toi en fait. Tu existes, tu es dans une joie inconditionnelle, un amour inconditionnel où vraiment à un moment donné, même ton corps y part en fait. Enfin, tout part, tu es toi, enfin, tu es rien et tout en même temps en fait. Tu vas à ce point-là
tu diffuses, tu te transformes en amour, tu te transformes en joie, tu te transformes en tout, et voilà, C'est donc un il y a sentiment différentes étapes. qui est tellement génial et tellement alléchant. C'est beau, hein. Mais enfin, c'est beau de le vivre, hein, c'est incroyable. Bah, c'est tout C'est ça, simplement que tu sens que tu es connecté au tout, quoi. Et à ce moment-là, il exactement. peut absolument rien t'arriver de mal, en fait. Exactement. Et ça demande un peu de pratique pour y arriver. Parce qu'au début, au tout départ, bah, effectivement, il y a les pensées qui parasitent. Et donc, effectivement, la première chose à faire, c'est juste de les observer, de pas essayer de lutter, mais juste observer, en fait. Juste, c'est vrai que moi, du coup, je l'ai tellement fait, ça fait tellement de temps que je le fais, que rapidement, j'arrive à accéder à mon essence. Mais au départ, je mettais 1 heure. Enfin, aujourd'hui, c'est plus quelques minutes, quelques instants, mais quand on commence, il faut prendre le temps de le faire. Ça, c'est une première phase. Effectivement, du coup, il y a donc classique les techniques parmi d'autres pour arriver justement à accéder à soi, de porter son attention sur chaque partie de son corps. Moi, je fais toujours ça allongé. Toujours ça allongé avec les paumes vers le haut, un peu le menton pour laisser l'énergie, et aussi parce qu'en fait, ça s'appelle un passage en fréquence alpha, du coup, parce que ça synchronise aussi tes hémisphères cérébraux. Et il y a aussi un truc hyper important, c'est que la fréquence alpha, en fait, elle s'atteint rapidement en, en ayant un peu un angle enfin, en levant un peu les pupilles. Du coup, tu as les yeux fermés, mais tes yeux sont un peu relevés avec un angle de 20 degrés par rapport à, je sais pas comment on dit, l'horizontale ou la ligne droite. Il faut avoir les yeux un peu qui montent un peu vers le haut. Donc, effectivement, quand tu relèves un peu la tête, ça le favorise. Et ça favorise en fait la fréquence alpha. Ne me demande pas pourquoi, mais en tout cas, effectivement, ça fonctionne très Quand tu pars en méditation, enfin, quand tu pars en transe, bien. il y a souvent ce retournement de l'œil, en fait, hein, et un léger tremblement que je peux pas faire parce que tu peux que. Voilà. Exactement. Donc, tu as ce truc-là. Donc, forcément, tu sais, c'est comme quand on te dit ceux qui ont confiance en eux se tiennent droit. Donc, si tu te tiens droit, tu auras un peu plus confiance. Oui, c'est C'est la même chose. Pour accéder à un état de transe, bah, tu peux un petit peu truquer la chose exactement. en mettant tes yeux en arrière, parce que dans tous les cas, c'est l'état dans lequel tu vas systématiquement te trouver lorsque tu vas accéder à un état de transe. Alors, quand on parle de transe, on n'est pas en train de parler, pour ceux qui connaissent pas, de trucs chelous, de chaman, de drogués, enfin pourquoi pas, hein, mais on prend pas de l'ayahuasca ou je ne sais quoi. Ça peut, hein, mais j'ai pas jamais fait. C'est plus l'état de transe, en fait, c'est de déconnecter le conscient pour pouvoir accéder à l'inconscient qui a mémorisé 85-90% de tout ce qu'on a pu vivre dans notre vie. C'est ça qu'on va chercher, en fait, quand on parle de trans, puisque le mot trans, tu vois, c'est un petit peu corrélé à de la trans, quoi, tu vois, de la hard tech. Non, 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 Ouais. c'est pas l'idée, quoi. Voilà. C'est, voilà. Donc, je t'ai interrompu, mais tu disais, donc, du coup, tes yeux se retournent. Oui, c'est ça. Et en fait, pour essayer enfin, pour atteindre cette fréquence alpha aussi, il y a l'aspect aussi où tu vas porter ton attention sur chaque partie de ton corps, donc d'abord tes orteils, puis la plante de tes pieds, etc., où tu montes. En fait, petit à petit, tu vas en fait te recentrer, tu vas en fait te enlever tout le contexte qui est autour de toi pour vraiment te recentrer sur toi, parce que tu te rends compte qu'en fait, tout ce qui t'arrive, c'est juste un dialogue dans ta tête, en fait. Parce qu'en réalité, la seule chose que tu fais, c'est que tu respires. Entre le moment où tu nais et le moment où tu meurs, la seule chose qui t'est arrivée dans ta vie, c'est de respirer et de bouger tes membres. Tout le reste, c'est du dialogue interne. Tout le reste, c'est tout ce qui est connoté, c'est toi qui le fais. C'est toi qui connotes positif, négatif. Les choses ne sont pas bien, pas mal. Je sais, il y en a qui vont être très challengés par ça. C'est compréhensible en disant oui, mais non, quand les gens étudient des gens, ils violent des gens, effectivement. Oui, je comprends. Je comprends le point de vue. Maintenant, les choses ne sont pas non plus. Enfin, on va pas rentrer dans les. Enfin, si je peux en lancer un, mais imagine que tu es dans un village et donc du coup, tu empêches le massacre, on va dire, d'un village, d'accord? Parce qu'il y avait une guerre, et donc du coup, toi, tu dis, bah non, on est les gentils, on va empêcher que les méchants, ils massacrent un mec dans un village. Donc du coup, bah super, les gens du village, ils sont sauvés, sauf que du coup, il y a des enfants là qui ont été traumatisés, donc du coup, et l'un des enfants, 10 ans après, il tue 1000 personnes. Donc ils ont sauvé 10 personnes, et il y en a 1000 qui... Donc est-ce que c'était bien sauvé du village? Est-ce que c'était pas bien?
c'est pas évident, enfin, et puis il y a d'autres, voilà, c'est pas, les choses sont pas, tout dépend en fait comme disait, c'est ce que disait David Laroche d'ailleurs dans une de ses vidéos, c'était en fait aussi tout dépend de l'échelle du temps dans laquelle tu te situes en fait. Mais du coup, tu fais ça à l'infini à un moment donné. En fait, l'important c'est qu'est-ce que tu en fais. Qu'est-ce que tu en fais? Effectivement, là, il y a une douleur, il y a une souffrance. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu en fais dans ta vie? Est-ce que tu en fais une force ou est-ce que toi, quelle est ta décision? Quel est ton choix? Est-ce que tu vas décider du coup de pleurer, d'entretenir cette souffrance toute ta vie, ou tu décides que oui, effectivement, c'est arrivé dans le passé, maintenant je vais de l'avant et maintenant je prends ma puissance, je prends mon pouvoir et les choses seront différentes, mais non pas dans la haine pour ne plus, pour éviter justement que la situation se répète, mais dans une démarche où je ne suis plus dans la souffrance, je suis dans un bien-être indépendant des circonstances, mais je fais ce qui a du sens pour moi. J'agis en fonction de mes valeurs. Et c'est pour ça que moi, ce que je veux faire à long terme, effectivement, j'ai cette notion à Madagascar. Donc, mon père vient de Madagascar, ma mère est polonaise, mais mon père est malgache, pardon. Et là-bas, c'est terrible. Il y a le côté touriste et il y a le côté vraie vie. Côté vraie vie, c'est quand tu vas dans un restaurant là-bas, bon déjà tu peux pas te laver les mains, et les enfants, et pour tout le monde c'est normal, ils voient donc déjà une dose de riz énorme, et on sait que c'est du riz qui a été un peu trafiqué pour donner cette... Et les enfants, ils attendent à côté de toi que tu aies plus faim, et après ils tendent leur t-shirt comme ça, et puis en fait, et tout le monde le fait, et ben toi tu mets la nourriture dans le t-shirt du gamin pour qu'il puisse manger tes restes en fait. Et tu sais, enfin, c'est le genre de choses sur lesquelles je veux agir. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, Ça, j'en sais rien. En tout cas, la notion de voilà. bien. Ouais. C'est ça, cette notion de bien et de mal, tout est relatif en fait, en fonction de la situation. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de donner ces restes aux petits qui ont faim? Si tu les donnes pas, ils vont peut-être mourir de faim. Donc finalement, on peut se dire que c'est bien, mais la situation en elle-même, elle est dégueulasse de notre point de vue. Mais après, le point de vue de l'observateur, ça dépend du parcours qu'on a pu avoir. Peut-être que les petits qui ont la dalle, ils sont super contents. Ils considèrent que c'est des super-héros, ceux qui leur ont donné à manger, tu vois. Donc, ça dépend de comment tu regardes le truc et ça nous amène à cette notion du fait qu'il y a, du point de vue de l'observateur, j'ai un petit peu perdu le fil. Je disais donc pour eux, donc ça peut être quelque chose d'extraordinaire, alors que pour toi, pas forcément. Et oui, c'est ça. En fait, j'ai un peu perdu le fil, mais enfin, en gros, c'est ton vécu et ton analyse de la chose qui fait que toi, tu vas interpréter le truc de telle ou telle manière. Et j'avais un super sujet, mais je l'ai perdu. C'est pas grave. Du coup, je vais pas redire 3 fois la même chose au cas où des fois ils reviennent, le machin. Ouais. Et quand tu parlais de laisser les pensées partir, ça c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Lorsque vous avez trop de pensées dans la tête, quand vous voulez vous endormir ou autre, tout simplement, vous pouvez les visualiser écrites en train de s'en aller. Et au bout d'un moment, c'est tellement casse-couille que vous allez arrêter de penser. Voilà. Parce que oh, c'est bon, allez, on arrête. Voilà. Donc ça, c'est des petits hacks du cerveau comme ça qui peuvent être mis en place. Je sais pas si tu en as, toi, des petits hacks comme ça qui peuvent nous permettre de... Oui, bah moi c'était juste observer en fait. Tu sais, à un moment donné, Oui, c'est ça. observer, du coup, comme tu observes, tu deviens l'observateur, donc tu as pris de la distance, donc tu t'identifies plus à tes pensées, tu t'identifies plus à tes émotions. Effectivement, bah, en fait, le corps il est plus lent que toi. Le corps les pensées sont toujours plus rapides que le corps il met du temps en fait à passer entre le moment où tu as une nouvelle pensée et que cette pensée influe sur ton corps, il y a un laps de temps. Mais donc, effectivement, du coup, quand tu prends cette distance-là, bah, tu sais que tu n'es pas tes pensées, tu sais que tu n'es pas tes émotions. Tu sais que oui, bah oui, là, du coup, tu ressens ça parce qu'effectivement, tu as envoyé une dose, c'est comme quand on prend de l'alcool. Hein, si tu as envie donc, tu commences à être bourré et le moment où tu veux arrêter d'être bourré, bah non. En fait, l'alcool, il est déjà dans ton sang, il faut attendre qu'il se dissipe. Ça va pas être en claquant des doigts comme ça que tu vas être lucide parce que tu as décidé. Mais après, au niveau des pensées et émotions, c'est de plus en plus rapide en fait quand on s'entraîne, de se désidentifier, mais effectivement juste les observer. Et à partir de là, c'est déjà une manière de se recentrer, tout à fait.
Voilà, C'est, c'est ouais, ouais, ouais. On a tendance, ouais, à se sentir impuissant. Et, et par rapport à ce genre de choses, la question que je te pose, et je connais ta réponse, mais c'est est-ce que selon toi, l'impuissance, c'est quelque chose qui s'apprend? Ah, est-ce que tu connais la réponse? Eh ben, tu sais, en fait, tu as peut-être pas. Ouais, enfin, toi, tu as peut-être ta réponse à toi. Est-ce que l'impuissance s'apprend? J'ai envie de dire, il y a l'impuissance innée et l'impuissance acquise. Mais voilà, effectivement, ça dépend de quoi on parle quand on parle d'impuissance. Du coup, de quoi tu parles en fait quand tu parles d'impuissance? Je parle pas de bander, hein, les gars, là-dessus. Non, le fait, en fait, bah, tu sais, il y a des études assez intéressantes qui ont été faites, notamment sur les enfants, où tu vas leur, tu sais, il y a un enfant test, en fait, où tout le monde va réussir un exercice extrêmement complexe, et puis lui, bah, il va pas y arriver, et puis enfin, il va penser que c'est extrêmement complexe, mais on lui fait penser que c'est de sa faute, et donc du coup, bah, il va développer une intelligence moindre pour un deuxième exercice derrière qui va être extrêmement simple. Et bah, c'est ce truc de l'éléphant qui est assez connu, c'est-à-dire que tu attaches un éléphant à un tout petit piquet comme ça quand il est bébé, et après quand il grandit derrière, il sera toujours prisonnier de ce tout petit piquet, alors qu'un simple coup de patte, vu qu'il fait 600 kilos, suffirait à dégager le piquet, parce qu'on lui a appris que bah, le fait d'être attaché à ce piquet, bah, il n'y a absolument aucune solution pour pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est quelque chose qui revient en permanence après dans notre vie d'adulte, où on s'est persuadé de certaines choses. Et c'est ce qu'on appelle du coup l'impuissance apprise. C'est-à-dire qu'on nous a, et on s'est nous-mêmes parfois formaté à croire certaines choses qui en vérité pourraient être complètement déconstruites en un claquement de doigts, juste en disant à l'éléphant, bah, attends, mets un coup de patte et tu vas voir. Et là, ouh, le monde s'ouvre et tu fais, waouh, d'accord, ok, c'est ça la vie. Tu vois. Exactement. C'est vrai. J'ai rien à rajouter, tout à fait. Non, non, mais tout à fait. Il y a effectivement bon, il y a des mécanismes d'impuissance qui sont paramétrés par défaut du fait de l'évolution, etc., qui font que du coup, on va par exemple avoir peur, donc c'est l'instinct de la guerre notamment, peur du rejet, peur de l'abandon, par défaut en fait, peur de la perte, alors que c'est pas un danger. Et effectivement, il y a tout ce qui est impuissance apprise du coup. C'est exactement ça. L'éléphant est donc l'objectif, du coup, effectivement, quand tu prends cette distance avec toi-même, c'est de te rendre compte justement que tu n'es plus un enfant et qu'aujourd'hui tu as le pouvoir, en fait, tu as l'autorité pour pouvoir transformer des choses qui, à l'époque, c'était même peut-être aussi dangereux pour toi entre guillemets, de te soumettre à tes parents, à une autorité, à l'école, etc. Mais que ces comportements-là, qui sont devenus des réflexes, qui te limitent aujourd'hui dans ta vie, tu peux les transformer. Et c'est souvent la problématique, c'est que la première chose qui est compliquée, enfin qui est entre guillemets, qui est difficile, c'est de se rendre compte qu'on a les capacités de le transformer. Alors que dans beaucoup de dialogues, j'entends oui, voilà, je suis comme ça, et en fait, les gens s'apitoient sur leur sort, mais parce qu'en fait, non pas parce ils aiment, enfin, à un moment donné, oui, peut-être qu'il y en a qui aiment bien ça, mais non pas forcément parce qu'ils aiment bien ça, mais parce qu'ils ne croient pas qu'ils puissent changer ça. Ils pensent que c'est quelque chose, en fait, qu'ils s'identifient à ça, et pour eux, c'est comme ça, ils sont comme ça, et ils ne pourront jamais changer. Il y a une personne là avec qui j'ai parlé il y a quelques semaines, et il me dit, et moi je me suis dit, waouh, pourtant c'est quelqu'un en fait qui fait beaucoup de choses, hein, qui est très bon dans ce qu'il fait, et il me dit, oui, non, mais moi j'ai cette peur du rejet, mais je crois que c'est impossible de l'enlever. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, waouh, waouh, ce mec, pourtant, il est bon dans ce qu'il fait. Et il a cette croyance qu'avoir peur du rejet, c'est quelque chose d'impossible à enlever, quoi. Non, en fait, tu peux complètement tout transformer, tu peux complètement te rencoder, tu peux complètement changer toute ta manière de penser, entre guillemets, justement, réagir avec ce qui t'arrive. Tu peux complètement transformer ton monde intérieur, et quand tu fais ça, d'ailleurs, ça change ta vie, en fait. Donc, Bien donc sûr. oui, on peut. C'est le Il y a fameux, cette prise de conscience à faire. c'est le fameux je suis, en fait. On dit ça, je suis.
je suis malade, je suis triste, je suis stressé, je suis quelqu'un d'angoissé, tu mets je suis, et du coup, tu es en train de t'auto-définir toi-même. Et au bout d'un moment, bah, ton esprit inconscient finit par le croire, et puis bah, tu vas avoir un comportement qui correspond à ce que tu as envie d'être finalement, parce que tu l'as dit toi-même, tu t'es défini comme tel, je suis ça. Donc, bon, bah, ok, d'accord, tu es ça. Et oui, tu parlais de l'impuissance en fait par l'effet de conformisme. Et ça, je trouve ça assez intéressant, du coup, pour se mouler au groupe, parce qu'il faut savoir que l'être humain est un animal social par excellence, et si on n'a pas euh, celui qui va tisser les pots, qui va à la chasse, si on est exclu du groupe, on est forcément, on meurt, hein. Donc, par esprit de conformisme, c'est vrai que parfois, on peut se retrouver parfois à des comportements qui vont être autodestructeurs pour plaire à nos pairs ou ou au groupe, quoi, si tu veux. Et ça, c'est inné, ça. Ça, par contre, c'est un paramétrage par défaut qui est vraiment inné et qui a son sens aussi dans l'enfance. Parce que si les parents ne s'occupent pas de l'enfant, bah, du coup, l'enfant, il meurt aussi. Enfin, donc ça, c'est un réel danger, du coup. Le problème, c'est que quand on est adulte, ce danger n'est plus réel, mais on réagit comme s'il était encore. Et c'est toute la problématique. Peur de l'abandon, peur du rejet, peur de la perte, c'est les trois peurs qui sont innées en soi et qui limitent la vie d'énormément de gens, en fait. Dont, enfin, moi aussi encore aujourd'hui, hein, je ne prétends pas avoir enlevé l'ensemble de ma peur du rejet. Je sais qu'avant j'étais comme ça, mais genre, enfin, comme ça, enfin, vraiment. Je sais que là je suis plus comme ça. Je sais que voilà, enfin, qu'en fonction des circonstances, je l'ai encore. Mais avant, c'était vraiment, j'étais dans une réelle dépendance affective. Avant, j'avais, même je changeais ma personnalité pour que les gens m'aiment. Mon objectif dans la vie, c'était que les gens m'aiment. Enfin, c'était vraiment. Et donc, du coup, je n'étais plus. Enfin, je n'avais même pas de personnalité en soi, en fait. Et donc, du coup, Et finalement, et d'ailleurs, j'avais des problèmes aussi, du coup, pour parler. Donc, je haltais beaucoup. J'avais beaucoup de. Même à la boulangerie, demander mon pain à chez la boulangère, c'était une épreuve parce que je pensais à chaque fois à qu'est-ce qu'elle va penser de moi. Donc, presque je bégayais pour aller chercher du pain à la boulangerie. Ou dans la rue aussi, je veux un produit et finalement, je change d'avis, mais je me dis, oh, les gens autour de moi, ils vont penser que c'est pas bien. Donc, finalement, je prends le produit alors que personne ne me regarde, en fait, on s'en fout. Et du coup, je prends le produit, je n'ose pas changer d'avis. Enfin, c'était infernal dans ma tête. Vraiment... Ta propre vision de ta proprioception, quoi. Tes mouvements que tu fais, t'es spectateur de ces mouvements et du coup, le simple fait, c'est tout le monde l'a, je pense, déjà expérimenté, enfin peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens, le fait de marcher sur une place quand ça fait un moment que tu n'es pas sorti de chez toi et que tu as plein de gens en terrasse qui te regardent un peu partout, bah, d'un seul coup, tu vas plus savoir marcher. Voilà. Et Oui, exactement, tout à fait. Ah, oui, bah, ça, alors qu'en fait, aujourd'hui, plus du tout, mais à l'époque, c'était quelque chose, hein. ouais. C'était vraiment. Et puis même, du coup, tu peux pas avoir de vraies relations étant donné que tu joues un jeu perpétuellement, tu mets un masque perpétuel en fonction, tu Mhm. t'adaptes en fonction de l'autre, en fait. Enfin, mais C'est c'est ça. pas sincère, c'est pas honnête, c'est pas. Mhm. Alors que quand tu commences à vraiment t'aimer, et là, en fait, ça a été aussi un déclic, c'est que j'ai décidé, en fait, à un moment donné, parce que c'est quand même épuisant d'essayer de plaire à tout le monde, alors qu'en fait, tu peux pas. Ça n'existe pas. Mais c'est quand j'ai commencé, du coup, à me dire, OK, maintenant, je m'aime, et qui m'aime me suivre, en C'est fait. Et ça, pas mal, c'est bien. Moi, j'aime bien ça. Je m'aime, qui m'aime me suivre. ouais, C'est c'est fantastique. vraiment ça. Euh, ouais, donc du coup, on parle un peu de plein de trucs. Pour un sujet, on va dire, un peu plus politisé, non spirituel, etc., ça m'intéressait aussi d'avoir ton avis, Ok. un peu plus, on va dire, là-dessus par rapport à des tas de choses qu'on peut voir, lire, entendre, par rapport au fait que toi, tu as subi donc un viol, un vrai viol, et qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ce qu'on appelle la culture du viol? Est-ce que ça minimise pas un peu la réalité de ce que c'est réellement et que finalement ça desservirait pas plus la cause féminine que, si tant est qu'il y en ait une, hein, mais bon, la cause humaine, hein, tout simplement, que ça pourrait plus faire du bien. Je veux dire, toutes les actions qui sont en œuvre.
Le, le fait de mettre dans le même panier que quelqu'un t'ait mis une main aux fesses il y a 30 ans et un vrai viol et appeler ça, tu vois, la culture du viol, en fait. Est-ce que Non, ça minimise pas, en fait, non, la ça a chose? du sens. Enfin, selon moi, ça a du sens. Alors, après, ce n'est que mon avis subjectif. Mhm. Voilà. Depuis que, tu sais quand j'ai été violée, c'est pas juste j'ai été violée, enfin voilà, c'est arrivé. Parce qu'en fait, il faut savoir que déjà 90% des cas de viol, c'est des gens que tu connais. Et c'est pourquoi c'est 90% des cas, parce que ce sont des viols entre guillemets non violents. En fait, tu n'as même pas besoin d'être Mhm. violent étant donné que la personne se dissocie et donc du coup répond à ta demande. Donc en fait, dans 90% des cas, c'est pour ça que c'est pas reconnu en fait. C'est l'effraction, elle est là. Mais par contre, il n'y a pas les faits matériels tangibles qui font que du coup les gens sont. Et pourquoi est-ce que tu dissocies? Parce qu'il y a effraction psychique. Et pourquoi il y a effraction psychique? Parce que le cerveau, à un moment donné, il se retrouve face à une, une incohérence, enfin, deux choses contradictoires entre la personne qui est censée être bienveillante et la personne qui est censée être un bourreau. Pourquoi je dis ça? Parce que ça, c'est un réel, ça vraiment, ça crée une réelle effraction psychique, ça crée une réelle sidération psychique qui fait que tu es figé en fait, tu peux pas bouger, tu peux vraiment pas bouger. Et pourquoi je te dis ça? Euh, parce qu'en fait, on t'apprend alors, parce qu'en fait, la question, c'est le problème, c'est que si on dit, enfin, si on minimise la main aux fesses, le problème, c'est que du coup, on dit ah bah c'est bon, tu peux toucher la main de la fesse de la fille. Sauf qu'en fait, quand tu fais ça, tu entretiens justement cette sidération psychique de en fait, bah non, c'est pas méchant, mais en fait si. Mais du coup, tu permets en fait qu'on puisse se toucher. Tu sais que moi, j'ai déjà eu ça dans le bus et vraiment, j'ai été figée. Ouais. Du coup, est-ce que, ouais, en effet, justement, au lieu d'être dans la victimisation, il faudrait pas plus être dans l'apprentissage, c'est-à-dire justement, comme tu disais, apprendre aux filles à dire non et à être capable. Parce que moi, je vois pas ça dans les mouvements féministes actuels qui sont toujours dans je balance ton corps, mon corps, mon choix, etc. Mais il n'y a pas comme par exemple au niveau de l'égalité salariale ou ce genre de choses, on t'apprend pas à négocier, on t'apprend juste à manifester et à dire c'est pas juste, tu vois. C'est Et hyper. je Parce que pense faudrait plus être dans l'éducation, en fait. Et j'ai l'impression que ce système-là ne le fait pas, ça. Exactement. Tu sais, ça, c'est un gros point quand il y avait les MeToo, etc. Donc, moi, je m'en suis entre guillemets pas mêlée parce que j'étais déjà enfin, en train enfin, de sortir et du coup, enfin, j'étais dans un autre mouvement, tu vois. Donc, j'étais plus dans la, bah, je suis en souffrance, donc du coup, je me révolte contre la souffrance. Mais par contre, il y a quelque chose que je voulais aussi exprimer, effectivement, du coup, merci de me donner l'occasion de dire ça parce que c'est fondamental. Exactement. Il faut apprendre aux filles à dire non et ça, parce qu'on dit toujours: «Oui, c'est les mecs qui doivent faire ça, que les mecs qui» mais en fait, il faut comprendre que dès lors qu'à l'intérieur de soi, c'est sûr que c'est impossible, mais en fait, la personne, elle va même pas insister. Dès lors que c'est à l'intérieur de toi, c'est sûr que ce serait non. Mais pas, un non, enfin timide, «J'ai pas envie, mais je vais quand même céder parce que finalement j'ai encore en moi le comportement de céder», parce que c'est ce qu'on m'a appris. Quand vraiment toi, c'est non. Moi à l'époque, je me faisais, très souvent harceler dans la rue, très, très, très souvent. Tous les jours, c'était au moins 5 fois par jour. Les gars qui même allaient me suivre jusqu'à la gare alors qu'ils ne prenaient pas de train pour avoir mon numéro. Donc c'était vraiment du vrai harcèlement, quotidien. Le jour et du coup, moi, parfois, je cédais. Au début, j'arrivais pas à ne pas donner mon numéro. Je cédais systématiquement parce qu'on me disait: «Oui, mais pourquoi tu donnes pas ton numéro?» «Bah, pourquoi?» «Bah, en fait» et je n'osais pas dire: «Je n'ai pas envie», en fait. Je n'osais pas dire ça et le jour où à l'intérieur de moi, c'était sûr que en fait, tu as aucune chance. Enfin, mais de manière bienveillante, en fait. C'est pas, «Gros connard, pourquoi tu me parles?» non, mais juste, en fait, à l'intérieur de moi, c'est sûr, que en fait, ce serait non. Aujourd'hui, c'est très rare quand on m'aborde. Bon, peut-être que j'ai vieilli aussi. Non, non, mais non, mais aujourd'hui, mon attitude fait que, comme j'ai changé à l'intérieur de moi, les autres se comportent différemment avec moi. Et ça, c'est fondamental et il faut vraiment comprendre ça, c'est qu'on veut un changement. Mais on ne se rend pas compte comme changer, c'est dur. Déjà, enfin, toutes les personnes là qui me harcelaient, je suis sûre que dans leur éducation, on leur a dit de faire ça. Donc c'est même pas, enfin, entre guillemets, leur faute. Enfin, mais dès lors que toi, tu acquiers le comportement que ce n'est plus possible,
les autres, ce sera naturel, Mm. inconscient. Ils vont même pas chercher à t'emmerder, en fait. Ça Et nous donc, oui, amène à quelque chose qui est assez intéressant, du coup, c'est justement le fait de vivre dans la peur. Quand tu véhicules cette peur, c'est une énergie qui est très basse et qui va attirer à toi. C'est un petit peu, on peut prendre l'image de si tu as peur des chiens, bah, tu vas toujours te faire aboyer dessus par les chiens. Bon, c'est pas que, c'est pas simplement juste le fait de porter ton attention sur le truc ou pas, c'est carrément le fait de vivre dans cette peur qui fait que tu vas générer aussi des situations qui vont t'amener à ça, quoi. Euh, exactement, tout à et, fait. euh, et donc, ouais, donc, du coup, c'est intéressant pour conclure. Je pense qu'on parle un petit peu justement de la peur et de tout ça, comment sortir de la peur. Est-ce que, donc, quel est le bouclier que tu te mets pour lutter contre cette peur et qu'est-ce qui t'a amené justement à changer ce comportement, si tu veux, pour ne plus vibrer quelque chose qui va attirer à toi du mauvais. C'est-à-dire que quand tu es mal, tu vas attirer des choses de mal à toi. Et quand tu es bien, tu vas attirer des choses de bien à toi. Est-ce que là-dessus, tu es, d'accord? Et est-ce que tu as, des petites techniques pour switcher ton comportement? Euh, je te laisse nous expliquer tout ça si tu as des choses à Alors, raconter du coup, la là-dessus. question, c'est du coup comment. Alors, finalement, en fait, c'est comment enlever cette peur ou alors au quotidien, comment. Parce que c'est vrai que moi, je fais plus les choses en profondeur, enfin, entre guillemets en profondeur. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pas de petits trucs en soi. Par contre, je sais comment transformer le comportement en profondeur. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu es plus peur, en fait. Tu es juste plus peur et que ce soit. Face à une même situation, par exemple, imagine tu as peur des chiens, si au départ tu as peur des chiens, tu transformes ça et tu n'as plus peur des chiens, tout simplement. En fait, tu te sens bien, même si le chien est là-bas, tu t'en fous. En fait. Et ça, comment tu fais bon, typiquement en passant en fréquence alpha, hein, ça, après la fréquence alpha, il faut vraiment comprendre que c'est ultra intéressant parce que ça synchronise tes aires cérébrales, ça coupe ton système automatique, donc tous tes automatismes justement de peur. Donc ça va couper justement tous tes comment oui, c'est ça, tous tes réflexes de peur qui sont. Et du coup, tu vas pouvoir te réencoder complètement ton comportement. Comment tu fais ça? Donc, déjà, tu passes en fréquence alpha, comme on en a un peu parlé. Donc, moi, j'ai vraiment cette première phase où tu te dis à toi. Et après, tu as une seconde phase, toujours en fréquence alpha. Et ça, c'est ultra puissant. Et vraiment, donc, j'invite ceux qui écoutent à mettre de la valeur dessus parce que vraiment, c'est ultra puissant. Il faut comprendre que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Tout comportement qui va être créé dans l'imaginaire va intégrer le corps comme si on vivait en réel. Pour donner un exemple, ils avaient fait, bon, il y a plein d'études là-dessus, mais il y avait une équipe de basketball. Donc, du coup, C'est très simple pour comprendre ça, pour ceux qui nous écoutent, tout simplement, c'est pourquoi tu chiales quand tu regardes une comédie romantique et que tu as peur quand tu regardes un film d'horreur. Il va rien t'arriver, mais le cerveau fait pas ouais, la différence. exactement. Merci. Merci, Joël. Exactement. Et quand tu fais ça, en fait, du coup, parce qu'en fréquence alpha, du coup, tu vas pas être parasité par ta peur, et tu reprends un événement dans lequel tu as eu peur, et on s'en fout, en fait, de savoir si c'est l'origine du problème ou pas. On s'en fout de l'origine. Parce que ce qui compte, c'est le comportement que tu as aujourd'hui face à un type de situation. Et quand tu transformes ton comportement, on va dire, en t'entraînant dans ta tête, en visualisant en fréquence alpha, tu le transformes réellement. Je veux dire, tu peux vraiment, si tu réencodes, en fait, face à une situation, l'encodage, le réflexe comportemental, ça va être la peur. Tu peux dire à ton cerveau, ok, bon, en fait, là, on en a marre, on ne veut plus avoir peur. Maintenant, face à ça, je suis sereine et je me sens bien. Et en fait, tu as une relation pensée, émotion, comportement, les trois s'influencent. C'est on dit oui, quand tu relèves les épaules, tu vas te sentir bien, tu vas penser autrement, tu vas ressentir autrement, de même que si tu changes ta pensée, ça va changer ton émotion, ça va changer ton comportement, et si tu changes ton émotion, ça va changer ta pensée, ça va changer ton comportement. Donc tu peux transformer en prenant le bout que tu veux, en fait, soit par la pensée, soit par l'émotion, soit par le comportement. Et c'est vrai que au début, penser émotion, c'est les choses les plus dures, en fait. Par contre, tu peux déjà imaginer un nouveau comportement. Et ce qui est hyper intéressant quand tu fais ça, c'est que du coup, tu plonges en fréquence alpha, tu te remets dans la situation qui, à la base, te provoque de la peur.
et tu essayes d'avoir le comportement que tu voudrais avoir, genre serein, en mode, en fait, tout va bien. Sur le moment, j'ai peur, mais en fait, non, tout va bien. Et tu vois qu'en fait, ton corps petit à petit. Le comportement totalement inverse aussi. Et voilà, c'est ça. En fait, t'as un peu, comment tu sens en fait, tu sens la résistance quand même. Donc la résistance, elle est moindre que si elle est bien, bien moindre que si tu effaces vraiment la situation, parce que tu es en fréquence alpha. Mais tu sens encore. Et en fait, du coup, tu t'entraînes jusqu'à ce que tu ne sentes plus cette résistance-là. Et en fait, tu vois que dans la réalité, tu vas voir que en répétant l'opération, dans la réalité, tu vas finir par avoir exactement le comportement que tu t'es encodé dans ta tête, exactement le même. Et du coup, tu vas être serein. Tu vas avoir cette attitude-là, et même les gens, ils vont se comporter complètement différemment par rapport à toi. Et c'est vraiment, on se dit, oui, c'est magique, mais c'est exactement ça. Et ça, j'ai expérimenté dans tellement de choses. Enfin, Mhm. donc, on Et devient ce qu'on ouais, on visualise. Ouais. on devine. Et l'inverse de la peur, c'est quoi, rappelons-le? C'est quoi l'inverse de la peur? L'amour. Oui, Ah oui. exactement. Voilà. Face à un monde de peur, soit dans l'amour, et puis c'est un bouclier incroyable et il peut absolument t'arriver très peu de choses négatives. C'est difficile, par contre, c'est clair, c'est pas évident, mais quand arrives à justement être en monde alpha et à rayonner l'amour à ce moment-là, il y a absolument rien qui peut t'atteindre. Et c'est ce vers quoi on tend, et c'est ce vers quoi on tend finalement vers notre âme. Parce que, à mon sens, en tout cas, hein, l'âme ou la conscience, on peut l'appeler comme on veut, c'est cet amour, en fait, universel de toutes choses liées entre elles. Et de l'avoir ressenti, expérimenté, et de savoir que ce truc-là existe, ça donne envie d'être toujours aligné à cette source. Mais il y a les pensées, il y a le mental, il y a le physique, il y a l'extérieur, il y a les interactions, il y a tout ça qui fait que tu vas avoir du mal à rester connecté. Et l'éveil, parce qu'on parle beaucoup dans le New Age d'un éveil, de la 5D, de choses comme ça, c'est tout simplement être connecté à cette source d'amour qui te permet d'être ce que tu es en fait, hein. Quand je parlais dans une vidéo de l'enfant intérieur, c'est un petit peu ça. Lui, il s'en fout, il danse, il fait il a pas la peur, il n'a pas le jugement des autres, il n'y a pas ce côté, le fait que le monde va influer sur son comportement. Non, s'il est en colère, il est en colère, s'il a envie de pleurer, il pleure, s'il a envie de rire, il rit, et puis tout sort, les émotions sortent comme ça, et sans filtre en fait. Et c'est ce problème d'avoir mis des filtres tout le temps, de plus en plus sur nos vies, qui font qu'on s'est construit un personnage, on s'est construit ce que l'on est. Et en fait, ça, c'est pas ce qu'on est, ça, c'est ce que le monde a fait de nous. Et ce que l'on est profondément, on peut y accéder justement en atteignant certains états modifiés de conscience qui permettent de pouvoir reprogrammer un petit peu la machine et de pouvoir repartir sur de bonnes bases, tout en restant quand même un adulte social et en n'étant pas trop chelou non plus, parce que tu en as aussi qui sont bien barrés, socialement ça marche pas trop. Bon, moi, ils me font marrer, mais bon, après, ouais, faut aussi aller chercher du boulot à un moment donné. Donc, il faut quand même rester un peu connecté avec la matière. Mais c'est important d'avoir cette dimension. Et cette dimension, on l'a oubliée. Et c'est grâce à cet oubli aussi de cette dimension qu'on en est là où on est aujourd'hui, c'est-à-dire complètement ancré dans la matière, dans des forces qui sont. Je balancerai le mot vite fait satanique comme ça, tu vois, mais c'est un peu ça. Hein, parce que j'ai pas envie de rentrer non plus dans des, dans des trucs un peu trop qui nous feraient perdre de l'audimat, tu vois. Mais il y a quand même ces deux forces, si tu veux, qui sont donc la matière, la jouissance, l'essence, pas ce que tu mets dans ta bagnole, l'essence, Ouais. en deux mots, hein, qui sont des comportements qui te maintiennent dans ce que tu n'es pas de base, à savoir une âme éveillée, éclairée et joyeuse et dans l'amour. Et à partir du moment où tu arrives à t'aligner à ça et à rester aligné à ça et que tu rayonnes ça, ben, plus rien ne peut t'arriver. Et
C'est pour ça que je parle de sérénité et de motivation, puisqu'il faut avoir d'un côté ce détachement et cette sérénité qui est liée à l'âme, et puis en même temps, il faut quand même rester aussi dans la matière et go, 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 parce qu'on est voué à vivre là-dedans. Donc, si tu as la balance entre les deux, là, tu n'as plus rien qui peut t'arrêter, puisque ben, tu as compris le sens de la vie, et puis après, tu peux aller t'élever, et puis faire des beaux enfants, et puis leur apprendre derrière, et puis transmettre des choses, tu vois. Exactement. Exactement. Tout à fait. Merci pour ce beau message et pour ce beau rappel, Oui. d'ailleurs. Et puis merci à toi aussi d'avoir intervenu comme ça. Si tu as une petite chose à nous balancer en titre de conclusion là-dessus, quelque chose qu'on aurait oublié de raconter. De conclusion, bah, j'ai juste envie d'insister sur le fait que vraiment, on a vraiment le pouvoir. Enfin, le pouvoir est en nous, en fait, de se transformer et on peut tous le faire. On est tous faits, entre guillemets, de la même manière. Enfin, mais voilà, c'est juste un message. C'est-à-dire, on peut sortir de la souffrance dans laquelle on est, on peut sortir de la douleur, on peut retrouver le bien-être, on peut retrouver la sérénité, quel que soit l'état dans lequel on est. Voilà. Formidable. Bah, je te remercie, Aurore. C'était un super Merci. moment. Et puis, n'oubliez pas, évidemment, reste sereinement motivé, ok? Ok, Aurore, tu restes sereinement motivé? Reste sereinement motivé. Voilà. C'est toujours bon de le dire. Ciao les gens, merci d'avoir été là. Bisous. Merci. Bye bye. Merci.